Du coup, les idées, aujourd'hui, vous nous avez dit, il y a quelques entreprises qui sont... comment est-ce qu'on construit une dynamique? On est quand même à la césure de l'année, pile à la fin du premier semestre. Comment est-ce qu'on essaye de construire une allocation, un portefeuille pour affronter la fin 2016 le plus sereinement possible avec les doutes et les questions qu'on a exprimées, Raphaël? Oui, absolument. Je pense qu'il y a une idée qu'on peut avoir en tête, c'est que les épisodes de volatilité dont on a évoqué possiblement la multiplication dans les prochains mois seront des fenêtres pour acheter des actions à long terme. Je précise bien à long terme. Nous, on a toujours eu en tête l'idée qu'il fallait limiter le turnover. C'est-à-dire que les sociétés qu'on veut acheter, c'est des sociétés qui sont de qualité, qui génèrent de la croissance sur plusieurs années. On ne parle pas de 2, 3, 4 trimestres, mais on parle de 5 à 10 ans et qui permettent aux investisseurs de capitaliser sur des rendements qui sont de l'ordre de 10 à 12%. Ces sociétés sont rares, mais les épisodes de volatilité et l'augmentation de la prime de risque action permettre à des gens qui ne sont pas positionnés dans les sociétés d'en profiter aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut véritablement faire du stock picking, trouver, entre guillemets, identifier les cibles, oui, et attendre un repli, voilà, un trou d'air dans le marché. Oui, il faut toujours faire du stock picking, j'ai envie de dire. Acheter des ETF, c'est la solution la moins intelligente du monde, à notre avis. Il faut regarder les sociétés telles qu'elles sont, leur perspective de croissance, et faire le travail qui est nécessaire pour les comprendre, les anticiper et voir où vont leurs résultats dans le futur. Donc oui, toujours faire de la recherche et toujours faire du stock picking. Et vos chouchous, justement, ces valeurs qui affichent de la croissance et qui apportent en même temps de la visibilité et une croissance presque, entre guillemets, contre vents et marées, même si on a des risques de ralentissement en Europe en ce moment avec le Brexit. Voilà. Quels sont vos chouchous pour nos auditeurs qui s'interrogent, qui se grattent la tête en ce moment? Rien ne va contre vents et marées. Il n'y a aucune valeur au monde qui est complètement hermétique à l'environnement macroéconomique. Il y a des valeurs qui, grâce à leur avantage compétitif, à une excellente gouvernance, à un train d'innovation extrêmement fort, arrivent néanmoins à générer de la croissance pour le long terme. Donc je peux citer, j'ai cité tout à l'heure Essilor, j'ai cité Dassault Systèmes, je peux citer également au Danemark deux sociétés, Novozymes et Novo Nordisk. Novozymes qui est dans les enzymes et Novo Nordisk qui est une société spécialisée dans le diabète. C'est pour la sphère européenne, mais aux États-Unis aussi il y a des opportunités de rentrer dans des sociétés comme Mastercard ou comme Priceline par exemple. Donc toutes ces sociétés sont assises sur des trends séculaires, des trends de croissance qui seront notablement pas affectés par le Brexit ou par les politiques des banques centrales par le monde, qui sont justement en mesure de développer une dynamique de croissance qui est la plus stable possible pour le futur. On voit que parallèlement quand même, alors il y a les inquiétudes qu'on développe beaucoup là autour du Brexit, ses conséquences, les inquiétudes politiques, mais l'économie européenne jusqu'ici, elle a tenu, elle a eu tendance à accélérer. On a eu il y a quelques minutes, et on voudrait vous faire réagir dessus, le chiffre d'inflation en zone euro qui est toujours très suivi et qui repasse positif là sur le mois de juin à plus 0,1%, Pascal. On était négatif depuis des mois et là on repasse légèrement positif. C'est le signe que les politiques qui sont mises en place sont efficaces, même si ça prend du temps, ou à plus 0,1, faut encore rester prudent. Il faut se calmer, puis il faut regarder la tendance sur les prix des matières premières qui contribuent beaucoup et qui va contribuer. Mettez-vous en tête que les glissements d'inflation vont remonter en Europe et aux États-Unis d'ici à la fin de l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va les faire tangenter vers l'inflation sous-jacente, mais on n'est pas complètement sorti des pressions déflationnistes, en particulier sur les prix à la production. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup lié à l'inflation globale et pas trop à l'inflation corps. Je suis entièrement d'accord avec l'idée d'aller chercher les valeurs de qualité dans ce contexte-là. C'est vraiment aussi le métier qu'on pratique en stock picking. Moi, j'attends pour être redevenir très bull action, ce qu'on n'est pas depuis le début de l'année, objectivement pour des raisons fondamentales et microéconomiques. J'attends une inflexion de la dynamique bénéficiaire. Alors, quand on dit ça, on parle de choses très globales et il faut regarder ça valeur par valeur. Mais sur les grands indices aujourd'hui, moi, j'ai une problématique pour investir en action, c'est la dynamique bénéficiaire qui est objectivement très très décevante sur les grandes valeurs. C'est pas le cas d'ailleurs sur les petites valeurs où elle est excellente. Et la sanction boursière est vraiment différente selon que les indices soient petites capilles ou grandes capilles. Et donc j'attends ça. Je crains quand même qu'au cœur de l'été, de ce point de vue-là, dans le contexte qu'on vient de décrire,
La saison va commencer, la saison Q2 va commencer dans quelques jours. Je crains qu'on ait des chiffres Q2 qui soient aussi ternes que ceux de Q1. C'est-à-dire qu'on ait une croissance bénéficiaire qui soit pas très au-dessus de la ligne du zéro. Et puis je crains que le discours des chefs d'entreprise dans le contexte qu'on décrit soit un tout petit peu plombé et que les perspectives offertes sur 2016 soient un tout petit peu ternes. Voilà, donc mais qu'il y a une espèce de brouillard de guerre qui nous empêche d'aller voir un peu plus loin. Voilà. Alors là-dessus, on peut avoir des réactions de marché qui soient des réactions de marché très négatives, voire violentes. Pourquoi pas? Le contexte politique, le contexte économique, où les choses vont mieux en Europe, on l'a pas assez dit, hein, mais on l'avait dit la dernière fois, les choses vont mieux en Europe. Donc ça se cale sur un schéma qui est un schéma un peu meilleur en ce milieu d'année en Europe qu'il ne l'était à la fin de l'année dernière. Et on va avoir ce discours des chefs d'entreprise qui va ternir peut-être un peu l'ambiance. Si ça devait provoquer des réactions de marché importantes et des drawdowns importants, je pense qu'il faudrait vraiment être à l'affût pour recapter la suite de la tendance. Parce qu'une fois passé encore une fois cet épisode très traumatisant, on va se recaler sur la baseline. Et la baseline, c'est de la croissance à 2% aux États-Unis, de la croissance entre 1 et 2 en zone euro, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Une fin des pressions déflationnistes, en effet, et des entreprises qui sont peut-être capables de générer à nouveau du résultat sur ce schéma-là. Et c'est ça que je guette. Ouais. Le marché directeur, ça reste Wall Street, hein, malgré les problématiques européennes. Wall Street qui a mieux résisté que l'Europe depuis le Brexit, bien évidemment, et on comprend pourquoi. Est-ce que Wall Street ne reste pas un peu trop cher? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à la baisse sur Wall Street? Alors c'est une question qu'on pose depuis longtemps, et puis on voit que Wall Street résiste quand même. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas survalorisé en ce moment à Wall Street? Quand vous regardez la croissance des résultats, oui, effectivement, la croissance des résultats, elle est atone aux États-Unis, mais c'est lié à la force du dollar avant tout, qui impacte les multinationales américaines. Quand vous regardez la liquidité, en revanche, la liquidité, elle est excellente dans le marché. Et la globalisation des marchés financiers, elle est en marche. Et on voit ça entre la Banque du Japon, la BCE et la Fed. C'est que même si le mouvement de remontée des taux a été enclenché en fin d'année dernière aux États-Unis, il n'en demeure pas moins que la liquidité reste excellente dans le monde. Et la troisième chose, c'est la valorisation. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec Madame Auclair, si je peux me permettre. Je crois pas que les marchés soient vraiment chers. Quand vous regardez le prix du fixed income aujourd'hui et le prix du marché obligataire aujourd'hui, je trouve les marchés actions, en tout cas en relatif par rapport à d'autres classes d'actifs, vraiment abordables. Oui. De toute façon, avec des taux à 0 voire en dessous, c'est compliqué de valoriser aujourd'hui le marché, de dire ce qu'il vaut. J'ai pas dit que les actions étaient trop chères. Pardon. Ah, voilà. J'ai pas dit que les actions étaient trop chères. C'est pas un problème de valorisation. C'est un problème de prix d'opportunité. On a la valorisation fondamentale des marchés et puis on a les primes de risque qu'une situation donnée peut vraiment provoquer au-dessus de ça. Et ce que je trouve pas très important aujourd'hui, c'est la prime de risque liée aux événements récents. La valorisation de Wall Street, moi je la trouve fair. Faut vraiment sortir le segment parapétrolier pour comprendre la valorisation de Wall Street, me semble-t-il, à la fois en termes de dynamique bénéficiaire, en termes de valorisation. Et les espoirs sont permis pour un rebond du secteur parapétrolier aux États-Unis. Et ça devrait, pour moi, ça devrait contribuer à soutenir Wall Street si en effet on n'a pas trop d'effets pervers sur le dollar. Les cours du pétrole qui viennent de signer leur plus puissant rebond trimestriel là depuis 2009. Voilà. Oui, c'est en majeure partie lié à des questions d'offres et à des problèmes géopolitiques et économiques dans certains pays. Ça ne dit rien sur la qualité de la demande. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face du jour. Pascal Auclair donc pour la Française et Raphaël Pitoun pour Celern Investment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris ces quelques minutes pour nous rejoindre en plateau sur BFM Business. Et le CAC qui reste très légèrement, ça joue vraiment d'un cheveu en territoire positif. Plus 0,1%, 4200 points. On est sur la ligne des 4002 en ce moment. Plus forte hausse Vivendi, plus 2,8%. Plus fort repli, c'est Accor en baisse d'1,1% en ce moment.